Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Laurent Gbagbo accepte de conduire le parti qu'il a fondé, le PPACI, à l'élection présidentielle de 2025. Sa formation annonce sa volonté d'obtenir la réinscription du nom de l'ancien président ivoirien sur les listes électorales, car ce dernier a perdu ses droits civiques et politiques. La Tunisie souhaite attirer les investisseurs, une nécessité pour ce pays qui peine à relancer son économie en crise depuis plusieurs années. Bella Bello, une légende africaine, le livre qui retrace l'histoire, mais aussi le mystère qui entoure la disparition il y a 51 ans de la célèbre chanteuse togolaise vient de paraître. Nous recevons dans ce journal son auteur, le journaliste Jules Ahazi Komlan. La campagne électorale qui a commencé après un mois d'incertitude se poursuit au Sénégal avec les premières caravanes électorales hier, dimanche. Premier meeting également comme celui de la coalition du candidat Bassirou Diomaye Faye, dauphin du leader de l'opposition Ousmane Sonko, emprisonné et condamné dans plusieurs affaires judiciaires. Bassirou Diomaye Faye est également en prison depuis avril dernier. Alors, c'est en début de journée, devant le domicile de l'opposant Ousmane Sonko, qu'est partie la caravane de la coalition en ce début de campagne, une période raccourcie à cause du report de l'élection présidentielle qui va finalement se tenir le 24 mars. 19 candidats sont en lice. L'ancien président ivoirien et opposant Laurent Gbagbo accepte d'être candidat à l'élection présidentielle de 2025 pour le PPACI qu'il a désigné comme tel. Pour son parti, l'ancien président est actuellement le seul capable de mener cette bataille politique. Seulement voilà, Laurent Gbagbo est inéligible. Marie-Roger Coyot. À quelques mois de la présidentielle prévue en 2025 en Côte d'Ivoire, les partis politiques sont en pleine préparation. À l'approche de cette échéance, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, se mobilise pour une éventuelle victoire. À l'issue d'une réunion tenue samedi 9 février 2024, le comité central du Parti des peuples africains a désigné l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo comme son candidat à la présidentielle de 2025. Le comité central, par la voix du président exécutif, a proposé ma candidature pour 2025. 2 fois déjà, j'ai donné des réponses que certains camarades ont trouvées décourageantes, ont trouvées ambiguës. Donc, l'heure est venue de répondre. Je réponds oui. De retour sur la scène politique en octobre 2021, Laurent Gbagbo s'était montré déterminé à propulser son parti, le PPACI, dans la cour des grands. Le candidat reste pourtant inéligible car ne bénéficiant pas de l'amnistie, un premier obstacle à franchir dans cette course à la présidentielle. Toutefois, le PPACI entend s'efforcer de rétablir ses droits avant les préliminaires de la présidentielle de 2025. La première priorité, c'est l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Nous devons engager tous nos efforts pour que la CI ne soit pas la CI d'aujourd'hui, dont on a connu les limites. Donc le parti va se mettre en ordre de bataille pour mener ces batailles-là, pour que les élections soient organisées de façon crédible, de façon transparente, de façon inclusive dans notre pays. Bataille donc pour l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, bataille pour que les conditions d'élection crédibles soient réunies. Acquitté par la justice internationale de crimes contre l'humanité commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011, Laurent Gbagbo avait été condamné en 2018 par la justice ivoirienne à 20 ans de prison pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCAO, en 2011. Gracié en 2022 par le président Alassane Ouattara, mais pas amnistié, Laurent Gbagbo ne jouit pas de ses droits civils et politiques. Pour rappel, Laurent Gbagbo, 78 ans, a dirigé la Côte d'Ivoire du 26 octobre 2000 au 11 avril 2011.
Focus maintenant sur l'état des investissements en Tunisie, où les autorités et les acteurs du monde des affaires insistent sur la nécessité d'œuvrer en faveur de la mise en place d'un environnement des affaires plus favorable, dans un contexte économique fragile où le pays a plus que jamais besoin d'attirer les investisseurs. Marie-Raphaël Antelo. En Tunisie, le Conseil supérieur de l'investissement a adopté le 8 mars 2024 un ensemble d'incitations visant la consolidation des projets d'investissement dans le pays. Ces mesures interviennent dans un contexte marqué par une baisse de 2,25% de l'investissement au début de l'année 2024. Selon le Conseil, cette adoption a été faite dans le cadre de la poursuite de l'exécution des instructions du président de la République, Kais Saïd, afin de booster l'investissement dans le pays. La crise financière et économique de la Tunisie l'affecte en profondeur et parce que le pays est vraiment dans une sorte de déclin dû à ce déclassement d'année en année et cela c'est très très mauvais pour un pays qui était parmi les premiers. En Tunisie, le taux d'investissement était de l'ordre de 16,5% en 2023, associé à un taux d'épargne modeste de 10,8% et à une croissance faible. Ceci est dû à un environnement non favorable, se traduisant par la fermeture depuis 2019 de 433 entreprises industrielles, dont 212 dans le secteur des exportations, occasionnant la perte de 6 000 emplois. L'augmentation du taux d'intérêt par la Banque centrale de Tunisie et le recours massif de l'État au crédit intérieur ne sont pas de nature à favoriser la reprise escomptée de l'investissement, selon des économistes tunisiens. C'est un objectif possible et je pense que surtout le pays veut amorcer un processus économique, dynamiser l'économie et c'est un des aspects, mais c'est vraiment, ça reste quand même insuffisant. C'est mieux que rien. D'après le chef du gouvernement, Ahmed Achani, il est impératif de surmonter les différentes difficultés rencontrées afin de promouvoir l'investissement dans le pays, notamment en ce qui concerne les procédures administratives compliquées et d'œuvrer de concert afin d'améliorer le climat d'investissement et promouvoir l'économie nationale. Elle a disparu il y a un demi-siècle en pleine ascension, mais la chanteuse togolaise Bella Bello reste l'une des grandes voix de la chanson d'Afrique francophone. Elle reste une icône. Bella Bello n'avait que 28 ans lorsqu'un accident de voiture a mis fin brutalement à son parcours en 1973. Elle a été fauchée en pleine gloire. L'auteur Jules Aondi Komlan, dans sa dernière publication, Bella Bello, une légende africaine, qui vient de paraître aux éditions du Cygne, revient sur la carrière de la célèbre artiste et les mystères qui entourent aussi sa disparition. Bonjour, Monsieur Komlan. Oui, Zara, bonjour. Bonjour à vous. Alors, Bella Bello, de son vrai nom, Georgette Nafiatou Adjovi Bello, est morte le 10 décembre 1973, à seulement 28 ans, dans un accident de voiture, une mort vraiment tragique qui a suscité un vrai questionnement et plusieurs théories. Oui, beaucoup de contes-vérités, beaucoup de désinformations ont circulé après la disparition tragique de Bella Bello. Et moi, ma démarche consiste aussi à restituer l'histoire, sa carrière, oui, sa vie et les conditions dans lesquelles elle est partie, parce que tout ça est resté vraiment très flou dans la tête des Africains et il fallait y mettre de la lumière. Voilà, retracer tout son parcours. Alors, avant de parler avec vous de sa carrière, voilà, qu'en est-il de sa disparition? Parce que voilà, on ne va pas révéler non plus tout le contenu du livre, mais qu'en est-il? Il y a eu plusieurs théories. Est-ce que c'était accidentel? Est-ce que c'est un complot? Voilà. Qu'en est-il réellement de la disparition de la célèbre chanteuse? Je crois que c'est une question très intéressante et ça m'a pris au moins 2 ans pour cerner les vraies causes de la disparition de Bella Bello. L'enquête a porté sur plusieurs angles. Est-ce que c'est une mort naturelle? Est-ce que ce sont ses rivales qui sont à l'origine? Est-ce que c'est le gouvernement, enfin le pouvoir togolais? Est-ce que c'est un drame au niveau
enfin, un drame qui vient de sa propre famille. En réalité, quand je classe un peu les hypothèses, enfin, qui sont totalement fausses, beaucoup indexent le régime d'alors, et ça va trop vite. Hein, et beaucoup indexent aussi son producteur, de Gérard Acquesson. Bon, moi, j'avais travaillé à la radio, à la télé, j'avais eu cette chance d'être au fait de sa vie, de sa carrière, et de savoir tout de suite que dans les années 74, 70, en 74 surtout, je savais déjà que c'est pas une mort enfin, derrière laquelle on peut trouver le pouvoir. Ouais, parce qu'elle était très aimée à l'époque, et même le président d'alors, les grands bals, tout ça, c'est avec ses chansons. Donc je n'ai pas trop creusé cette piste. Oui. La piste que j'ai creusée, c'est plutôt la piste de son producteur et la piste familiale. Donc plutôt son entourage, et c'est ce qu'on découvre justement dans le livre. Alors, on va maintenant évoquer sa carrière. Est-ce qu'on peut parler d'un destin brisé pour Bella Bello qui aurait dû devenir l'une des plus grandes voix de la chanson africaine au niveau francophone? Oui, vous avez raison, Zara. C'est quand même l'une des plus belles voix qui ont su honorer la terre de leur présence, il faut le dire. Hein. Et dans mon livre, je disais que il est de notre devoir, nous autres vivants, de prouver à la face du monde que le Togo, à un moment donné de son histoire, a porté en son sein une perle, une valeur des variétés africaines dont le timbre, l'authenticité du timbre de la voix reste jusqu'à ce jour un mystère. C'est ça, Bella Bello. Vous voyez, et derrière, bon, il y a eu trop d'exploration. Il y a quelques individus qui prennent un bout et puis racontent ça à leur manière, et un autre bout raconte ça à leur manière. Mais une enquête se repose sur quoi? Ça se repose sur les documents, la documentation que vous avez. Il se fait que toute la documentation, enfin, moi, 90% de la documentation sur Bella Bello, elle est fausse. Donc c'est là que j'ai passé mon temps à démonter ces fausses thèses, ces pistes mensongères, et c'était vraiment très difficile. C'est pourquoi l'enquête a pris beaucoup de temps. J'ai pu quand même interviewer presque 530 personnes, et moi-même, pour savoir les vraies causes, c'est juste en novembre 2023. Vous voyez? Donc vraiment un vrai travail d'investigation pour pouvoir démêler le vrai du faux. Alors, une carrière marquée par un album qui date de 1969. C'est le seul album de Bella Bello, mais qui a quand même marqué l'histoire de la musique africaine. Quel héritage Bella Bello laisse derrière elle finalement? Oui, l'héritage, ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est que elle a fait le tour du monde, elle a construit sa carrière africaine et internationale sur juste moins d'une décennie. Oui. Moins d'une décennie, elle a fait le tour du monde. Que ce soit en Europe, plusieurs pays, même la Grèce. Elle a fait l'Olympia. Vraiment, elle a fait le tour du monde. En une décennie, elle a fait une carrière internationale déjà à 19 ans. 19 ans, c'était à Cotonou. Et puis elle a enchaîné le festival de Rio, de Janeiro, le festival de Dakar. Bon, c'est vraiment ça, quoi, ces voyages et ces succès aux quatre coins du monde. C'est ce qu'il faut retenir. Alors, une grande star sur la décennie 60-70, vous le dites très bien, et on le découvre également, ou on redécouvre ça dans votre livre. Pas seulement une grande star, c'est l'une des pionnières de la chanson africaine. Il y avait Makeba pour les pays anglophones et Bella Bello pour les pays francophones. Elle a chanté dans pratiquement toutes les capitales d'Afrique francophone. Vous voyez, donc il y avait deux forces à l'époque, de 60 à 70. Makeba pour les anglophones. Et Bella Bello, côté francophone. Partout, Dakar, Kinshasa jusqu'à aujourd'hui, mais c'est une icône que personne ne veut oublier. Alors, Jules Azikomlan, quels sont aujourd'hui les héritiers de Bella Bello? Les héritiers, comment c'est-à-dire ceux qui se revendiquent. C'est tout le monde. C'est pratiquement tout. D'abord, je vais tout de suite féliciter Angélique Kidjo, qui continue de nous faire rêver. Vraiment, elle porte avec sa voix et avec ses prix
tout le poids de la musique de Bella Bello. Et je lui tire un chapeau. Après, il y a les Biliabel, il y a même Manu Dibango, enfin, pratiquement tout le monde. Fayates, tout le monde. Tout le monde. Alors, on voit aussi, même aux Antilles, elle a beaucoup influencé au-delà, effectivement, de l'Afrique francophone. Mais côté Antilles aussi, voilà, elle a été également saluée, même au Brésil. Par Pelé. Oui, Pelé était tombé vraiment, littéralement amoureux de Bella Bello. On a vu sa photo avec Bella Bello, c'est vraiment une femme très pudique. Hein. Si on la voit comme ça avec Pelé, c'est que vraiment Pelé est venu faire la piscine dans son hôtel. Et quand elle est sortie, bon, Pelé est allé à sa rencontre, donc ce qui a donné naissance à cette photo qui se trouve dans le livre. Oui, alors, je rappelle donc votre publication, Bella Bello, une légende africaine, et on découvre justement tout ça, un livre extrêmement intéressant dans lequel on découvre la carrière et toute l'histoire, tout le parcours de la chanteuse Bella Bello. Un grand merci à vous. Ah oui, je rentre à Lomé le dimanche prochain et la sortie du livre en Afrique, c'est fin mars, début avril. Après, je reviendrai faire une sortie à l'UNESCO à Paris en mai. Pour présenter le livre. Pour présenter le livre. Parfait. Merci beaucoup à vous, Jules Azikomlan. Merci d'avoir été notre invité dans ce 12-15. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de Bella Bello, une légende africaine parue aux éditions du Cygne. Merci à vous. Le monde de la boxe est en deuil. Les hommages se multiplient au Cameroun et au-delà depuis l'annonce du décès de Martin Dogo Ibanga, disparu le 6 mars dernier. Il avait 57 ans. Martin Dogo Ibanga a marqué l'histoire du sport. L'ancien champion de boxe a été le premier Camerounais à recevoir une médaille olympique. C'était en 1984. Retour sur sa carrière dans ce sujet de Narcisse Oum. Le médailleur olympique camerounais Martin Dogo Ibanga est décédé le 6 mars 2024 dans un hôpital de Yaoundé au Cameroun. Né le 23 mars 1966 à Yaoundé, l'ex-champion national de boxe débute sa carrière en 1978 au club sur 2000 de maître Haïssi Jean-Baptiste dans les catégories de moins de 61 kg. Sa disparition laisse les acteurs du sport camerounais dans le mois. Je l'ai vu boxer. C'est un grand qui a accueilli les petits frères, qui voulait aussi faire la carrière comme lui. C'est un gars vraiment qui aujourd'hui n'est plus là. C'est une tristesse pour la boxe camerounaise. Ça me fait très mal. Parce que Dogo Ibanga était vraiment le précurseur de la boxe. C'est quelqu'un avec qui on a beaucoup œuvré et c'est lui qui a initié le fait qu'il faudrait que la boxe revienne aux boxeurs. La détermination et l'ardeur au travail de Martin Dogo Ibanga le conduisent aux Jeux d'Afrique centrale d'Angola et aux Jeux olympiques de 1984 où il remporte une médaille de bronze. Le premier combat, j'ai gagné par KO au premier round. Le deuxième combat, c'était aussi par KO. Et le troisième combat, c'était en demi-finale. Au point. Avec 2 participations aux Jeux Olympiques, 10 titres de champion du Cameroun et plusieurs sacres continentaux, le natif de Yaoundé tente une aventure professionnelle du côté de Luxembourg avant de prendre sa retraite en 1996. Martin Dogo Ibanga devient par la suite entraîneur, transmettant sa passion et son savoir-faire aux jeunes générations de boxeurs camerounais. Il a également occupé des postes au sein de la Fédération camerounaise de boxe, contribuant ainsi au développement de ce sport dans son pays. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Africa 24, l'actualité continue.